Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Clap dans les Alpes. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et séries, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Doit-on mentionner cette utilisation dans les films et les séries? Pour m'accompagner ce soir, j'ai l'honneur d'être avec Touga. Comment vas-tu, Touga? Et très bien Thibaut, un plaisir d'être là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va être houleux, qui va être compliqué et qui risque d'être très intéressant puisqu'il joue sur l'avenir du cinéma. Voilà, je vous le dis tout de suite, il joue sur l'avenir du cinéma. Mais ça, on va en parler dans quelques minutes. Pour m'accompagner aussi ce soir, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Éloi. Comment vas-tu, mon cher Éloi? Comment se sont passés tes examens? Déjà, quand on est en milieu professionnel, ça va vite partir. Tu vas m'appeler Love My Cinema, par contre. On est en milieu professionnel, Thibaut. Voilà, nous sommes sur un moment. Voilà. Allez, bonne ambiance, bonne humeur. Oui, ça va très bien, et toi? Oui, ben ça va bien. Tes examens, mon cher Éloi? Carrément, on est sur du perso, là. Allez, c'est parti. Ça s'est bien passé, voilà. Ça s'est bien passé. C'était assez facile pour le coup, vu que je suis quand même une personne extrêmement intelligente. Donc, ça a été. Voilà, donc il sera prof de vos élèves la saison prochaine. Et pas Dieu du podcast. Très cool. Aux enfants, je l'ai pas déjà. Et pour finir, l'hôte de ce podcast, j'ai envie de dire bonjour Hugo. Merci Hugo de m'avoir laissé la main sur cette introduction. Eh ben, merci Comment à toi. vas-tu Je vais depuis très hier? bien. Depuis hier. Alors, depuis hier, quand on enregistre, mais pour vous, les auditeurs, ça sera une semaine après la sortie de l'épisode sur Canva. Depuis hier soir, ça va. Et dans une semaine, je sais pas comment ça ira, par contre. Mais, écoute, ça va bien. Ça va bien. On parle d'un sujet assez important ce soir. Et je suis entouré des 3 personnes qui ont le plus participé à mes podcasts. Donc, c'est cool. Je suis content. Et puis, écoute, merci d'avoir fait l'introduction. Et on peut commencer cet épisode. C'est un sujet qui est très très important, d'actualité et très important. Ah, on est bien d'accord. Et puis moi, j'ai envie de commencer par un film qui m'a fait beaucoup de mal et où l'IA a été utilisée. C'est le film Armor de Justin Root avec Sylvester Stallone, où la voix française de Sylvester Stallone a été refaite en IA, et je trouve ça ignoble, ça a assez à vomir. Voilà, tout simplement. Vous avez un avis, Touga et Éloi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah oui, hein, en effet. Rien que cet exemple-là prouve déjà un gros problème en termes ethniques, surtout, enfin éthique, pardon, pas ethnique, mais éthique, sur l'utilisation de l'IA, sur l'appropriation de la voix sans autorisation, sur le fait de faire revivre des morts, hein, parce que c'est un peu le cas dans le cas présent. Cette obsession même de l'éternel que j'ai l'impression que l'IA veut vraiment mettre en place pour garder un monopole absolu sur des personnes. En fait, maintenant, ça va plus être le, le, le- plus un extra de personnes pour les garder éternelles. Et ça m'horripile un petit peu déjà. En fait, il faut savoir que c'est Alain Dorval qui double Sylvester Stallone, que Alain Dorval étant décédé, la production du film a décidé de refaire la voix donc d'Alain Dorval avec l'intelligence artificielle. Mais est-ce qu'ils ont demandé, je me rappelle plus s'ils ont demandé l'autorisation de sa fille, Aurore Berger? Aurore Berger, tout à fait. Est-ce qu'ils ont demandé Non, je crois que l'autorisation? justement, elle était contre. Hein. Elle était aussi horripilée. Hein, voir ça. Alors non, ils ont demandé, je pense, à Aurore Berger, mais je crois qu'Aurore Berger a dit tant qu'il n'y a pas, tant que j'entends pas la voix, je valide rien, quoi. Oui, après, ils l'ont fait en loose D, je crois, derrière, après. C'est un peu ça, oui. De toute façon, il y a aussi un autre film qui va peut-être faire polémique et qui commence déjà aussi à faire polémique.
C'est un film qui sortira le 7 mai et qui sera diffusé le 7 mai en exclusivité au Grand Rex. Et c'est un film français, Remember the Future 2320. Et c'est fait par Philippe Sancti. Et c'est un long métrage de ce photographe qui a été fait entièrement en IA. Et moi, je trouve que déjà, ça me pose problème à partir déjà que ça soit déjà diffusé au Grand Rex. Quand même, voilà, c'est entièrement fait par IA. C'est diffusé au Grand Rex. Ça veut dire qu'avec ça, c'est la porte ouverte à faire tous les films en IA un jour et que ça soit normal et que les gens payent pour avoir des choses qui ne sont pas faites par des humains, tout simplement. Et ça m'aurait Oui, tout à fait, bien sûr. Non, mais c'est l'ouverture à la boîte de Pandore. C'est littéralement l'escalade au profit, au capitalisme pur et brut. Et l'IA est justement la dernière avancée qui va permettre justement d'avoir encore plus de réduction de coûts et encore plus de profit derrière pour les studios, pour etc. Mais aussi pour les gens qui vont diffuser ça, notamment le Grand Rex, qui vont se dire bah voilà, ça va marcher. Et derrière, quand l'IA va avancer de plus en plus et qu'elle va être de plus en plus perfectionnée, on va dire, et que on n'arrivera presque pas à discerner du vrai du faux, c'est là que l'art va être un peu dans la merde, je vais dire. Bah, pour moi, il l'est déjà parce que quand tu Il y a Vincent. Il y a Vincent Milleville un instant qui me dit que Aurore Berger avait donné son accord pour des simples tests et non pour une exploitation médiatique. Et au final, les studios de doublage choisissent Michel Vignier pour doubler Sylvester Stallone. Voilà. Bon, ça n'empêchera pas que le film était bien pourri. Merci. Je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu les extraits. Je me suis dit, oula, quelle horreur. Je vais pas le voir. Voilà, mais tu vois, l'IA, elle a aussi, il y a quelques jours, exactement le 19 mars, elle a créé aussi une nouvelle polémique où là, cette fois-ci, la famille a donné son accord, la famille de Val Kilmer qui a donné son accord pour un rôle qu'il avait signé, un rôle qu'il voulait faire, mais qui n'était plus en état de faire avant son décès. Et donc, c'est le film Ice Deep at the Grave de Corté Vores, et dedans il va incarner du coup, en étant mort, l'IA va renaître Val Kilmer en père fintant, donc un père qui serait, je crois si je me trompe pas, ça se passe dans l'Amérique, et c'est un père, c'est un prêtre autochtone du coin, et ils vont ressusciter entièrement son personnage. Ils en ont même sorti une image, et quand même ça fait très peur. On dirait Val Kilmer littéralement ressuscité. C'est comme, alors l'acteur n'est pas mort, mais Bruce Willis, lui, il a vendu son image en disant après ma mort, si l'IA peut me reproduire dans les films pour que ma famille touche de l'argent, je suis d'accord. Et donc ça pose vraiment, tu l'as souligné, un problème éthique et un problème juridique. Éloi, t'en penses quoi? Je pense qu'il faudrait arrêter de littéralement que toutes les familles de stars américaines, dès qu'elles voient qu'elles ont la possibilité de se faire un peu de pognon sur un décès ou sur une personne qui n'est plus en capacité de jouer, devraient arrêter de dire oui à tout et n'importe quoi en échange de quelques millions. Bah, en fait, c'est chier littéralement sur les passionnés, sur les spectateurs, les spectatrices. Et en fait, c'est-à-dire que nous, on a connu les Val Kilmer, on a connu les Bruce Willis dans leurs belles années quand ils étaient joués et qu'ils étaient en bonne santé. Et c'est ça qu'on va montrer aux futures générations, que ces acteurs-là sont toujours, entre guillemets, vivants d'une certaine manière. Mais c'est pas eux. En fait, c'est quelle image et quel message qu'on envoie. C'est-à-dire que moi, ça serait pas plus mal à la limite, de refaire tous les films qu'ils ont pu faire en version remasterisée, de les ressortir, de les revoir, de les faire remontrer au public, que de commencer en fait à exploiter. En fait, c'est le marché de la mort d'une certaine manière. C'est le marché de la mort. Et c'est juste un marché contre nature. Hein. Tu défies littéralement ce que définit la vie et la mort, puisque maintenant tu arrives à juste donner vie éternellement à une personne, même si elle meurt après, ce qui est contre nature par nature, puisque tu continues à faire vivre une personne morte, malgré tout, indéfiniment,
à travers justement des décennies et des décennies. Donc en fait, ça nique aussi un petit peu le rapport d'histoire qu'il peut y avoir de génération. Et aussi, surtout, ce que je me pose comme question, c'est que si maintenant tu as des acteurs qui sont éternels et qui continuent à faire des films éternellement grâce à l'IA, quid des nouvelles générations? En fait, les nouvelles générations sont scrappées, il y aura plus de nouvelles générations, ça n'existera plus, on va rester dans un cycle infini et éternel, d'un cycle de nostalgie éternelle qui continue à tourner, j'ai l'impression, si ça continue comme ça, en fait, puisque tu gardes des visages connus et qui ont été perpétués par la suite par d'autres générations. Et en fait, ça crée un cycle infini, au final, presque. Bah, tu soulignes une chose importante, c'est que bon, la vie et la mort, genre pour moi, la vie et la mort, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis que un acteur, une actrice, un comédien, genre quelqu'un, peu importe, un artiste qui décède, c'est pas parce qu'il est mort que son œuvre elle est finie. Genre, c'est en continuant à faire vivre ce qu'il a fait avant ou ce qu'elle a fait avant qui permet de continuer à le faire vivre. Ça sert à en fait, et en plus c'est qui peut oser. Bon, au final, c'est ces gens-là, hein, c'est ces gens qui pèsent de l'argent, hein. Mais qui peut oser dire, on va faire un film, on est des artistes, on est des réalisateurs, des réalisatrices, on a écrit un scénario, c'est du gros boulot, c'est un art, hein, le cinéma, il faut quand même le rappeler pour ceux qui nous écoutent, c'est un art, et l'art, on n'est pas censé tricher avec l'art. Et là, c'est de la triche. Très concrètement. Je sais pas ce que t'en penses, Thibaut. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. De toute façon, moi, l'IA, je prends pas la nouvelle très très bien. Je pense que on va avoir des films, et notamment j'aimerais revenir sur le discours de Christian Clavier au Vidéo Club, qui dit que l'IA c'est formidable, que ils vont pouvoir Christian Clavier va pouvoir avoir la voix espagnole grâce à l'IA, qu'il y aura plus besoin de doubleurs. Alors, j'aime beaucoup le jeu de Christian Clavier dans les films comme Les Visiteurs, Le Père n'est une ordure, ou, allez, on va dire Les Anges Gardiens, par exemple. Mais là, franchement, il a vraiment déconné. Il a vraiment, vraiment déconné. Et son film Le Million. Mais d'ailleurs, Éloi, qui est un grand fan de Cocorico, dans Cocorico 2, il y a peut-être avec les deux personnages, parce que, alors, je reprends, dans Le Million, il y a deux personnages qui sont incarnés par Christian Clavier, c'est d'ailleurs Christian Clavier, le personnage du plombier, ou du serrurier, pardon, et sa mère, qui a 85 ans. Ils ont utilisé pour l'actrice, le corps de l'actrice, d'une véritable actrice de 80 ans, et ils lui ont appliqué la tête de Clavier en 80 ans. Donc il y a eu l'utilisation de l'IA a été utilisée donc dans ce film. Et je sais que Clavier est pour l'IA. Ouais, et puis Éloi, vas-y, excuse-moi. Il est pour l'IA, surtout parce qu'il sent que les films qu'il veut faire, il veut essayer de les développer à l'international, et c'est sûr que si tu payes pas de doubleur, ça coûte moins cher, quoi. Tout à fait. Ouais, mais Et il s'est pris une vague de haine. Ah, c'est mérité, hein. Tout le respect. Bah, Ah oui, complètement. il a littéralement, si je peux me le permettre, il est pas le seul, hein, mais il a littéralement chié sur toutes les personnes qui font partie du collectif Touche pas ma VF, à qui j'envoie énormément de force et qu'il faut soutenir encore aujourd'hui, et que le combat ne s'arrête pas. Et c'est pour ça que j'ai adoré toute cette campagne qu'ils ont fait au début quand ils ont lancé le collectif. Ils ont tellement raison. C'est encore une fois, tu as parlé d'argent, Love, c'est l'argent qui domine tout ça.
très concrètement. Que ça soit pour faire des économies, que ça soit... Et derrière, au final, qui va toucher les cachets plus élevés? Ça sera toujours les acteurs et les actrices, ou en tout cas les productions, et pas les petits artistes, les petits artisans du cinéma, ceux qu'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre, qui eux, pour moi, c'est eux qui font naître le film. S'il y aurait pas tous ces gens-là, ça n'existerait pas. Et l'IA va les remplacer. Et en fait, ça donnera plus envie d'aller au cinéma. En fait, moi, je propose une chose aujourd'hui, que si l'IA arrive totalement dans le cinéma et commence à effacer tout, je propose de ne plus que regarder tous les films d'avant l'IA, et qu'on ne regarde plus jamais aucune production après. Moi, il est hors de question. C'est pour ça que quand on parle de la mention, que si les films et les séries devaient mentionner l'utilisation de l'IA, moi je suis pour. Parce que au moins, si c'est écrit, ou que c'est marqué dans la fiche technique, que l'IA a aidé à plusieurs choses, si l'IA a aidé à la voix, elle a aidé complètement à l'image, et qu'elle a aidé à écrire le scénario, enfin bref, si c'est détaillé, ça me permettra de faire un tri énorme sur les films que je veux voir. Eh ben, figure-toi que si tu penses comme ça peut être aussi faux, parce que et ça par contre je comprends pas, c'est une news que personne a vu passer, ou très très peu. C'est que maintenant, sur les remasters des 4K par exemple, qui vont être faits de pas mal de films, à partir de maintenant, il va y avoir du enhancement AI qui vont être pris justement pour augmenter la qualité, et pour les nouveaux remasters. Ah, dans ce cas-là, oui, Il y je suis avait eu d'accord. ça sur il y a eu ça sur le Criterion Collection, où ça arrive. Je crois que sur la version d'Eyes Wide Shut, il y a eu utilisation très infime, mais un petit peu quand même de l'IA. Et ça va continuer à être réutilisé en tant qu'outil de enhancement, pour embellir, justement, pour refaire des versions 4K, de nouvelles versions, de remaster justement de ces fameux anciens films qui n'ont pas été altérés par l'IA, mais elles pourront l'être par le prisme du remaster. Ça veut dire que, par exemple, pour Hugo, comme Yoroi avec Orelsan a utilisé de l'IA, je t'avais pas au courant. tu regarderais pas Yoroi. Moi, je t'avais pas au courant, tu vois. Alors après, ça dépend comment l'IA est utilisée. Hein. Attention, moi, si c'est pour que ça remplace des voix, que ça remplace des artistes, ça me dérange. Si c'est pour que c'est un outil qui accompagne les créateurs, qui accompagne ceux qui bossent sur les films pour améliorer l'image, pour se faciliter le temps sur certaines choses, où ça nécessite pas forcément d'humains en plus en particulier, et ben ça, je suis pour. Par contre, si c'est pour que ça enlève la qualité de jeu d'un acteur ou d'une actrice, par exemple, ou que ça enlève tout le côté artistique, c'est-à-dire ce côté de l'imagination, de la création, vraiment, pure, à la base, là, je suis quand même un peu plus contre. Par contre, si c'est pour ce que Touga a dit, ça, il n'y a aucun souci. De toute façon, on pourra... Non, justement, parce que si tu prends comme ça, de cette façon-là, l'image va être altérée de manière irréversible, parce que l'IA va retravailler dessus, donc elle va altérer le produit de base, le produit initial du film, et ne va donc pas rendre justice à la réalité de ce qui voulait être monté, même si c'est un film. Donc, ça ne montre, on ne pourra plus montrer la vérité. C'est ça le problème, c'est qu'on ne pourra plus montrer le réel et la vérité à travers justement ce prisme-là d'outils visuels qui vont être utilisés par l'IA. Donc, c'est ça le problème. Du coup, ça, donc, au fait, non, mon premier avis était bon. Effectivement, moi, dans ce cas-là, il faut être contre l'IA de A à Z. Oui, pour moi, oui, ça c'est sûr que l'IA ne va pas, dans le milieu artistique, ne va pas rendre justice. C'est un excellent outil, comme je l'ai toujours dit. L'IA est une révolution qui doit être utilisée comme étant un outil, pas comme une création. C'est aussi pas comme une création, mais vraiment comme
un outil facilitateur Un accompagnateur. pour l'humain, un accompagnateur, exactement, c'est ça, c'est un accompagnateur, mais qui ne doit en aucun cas influencer de quelconque manière un point de vue artistique et créatif. Sauf que ce que font les studios, eux, ils ne veulent pas s'embêter à parler créatif, à parler justement d'art, d'artistique, de créativité. Eux, ce qu'ils veulent entendre, c'est des billets, flotter, nager, tel Picsou, nager dans des milliards de dollars, de faire du profit. C'est ça qui les intéresse. Et donc pour eux, le point de vue éthique, le point de vue artistique, le point de vue de création, de processus de création fait par les humains, ils s'en foutent. Tant que l'IA peut faire mieux, ils s'en foutent, ils y vont. Mais ce qui peut nous rassurer, et ce qui est en train d'arriver, c'est que ces propres outils de génération et de création d'images, notamment avec l'IA, ne sont pas rentables, ne sont pas profitables. On prend l'exemple là très récent du partenariat Disney-Sora, et Sora qui a été complètement qui a rempilé, Qui a capoté. parce qu'il perdait beaucoup trop d'argent, était beaucoup trop déficitaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être la seule lumière qui est derrière ce tableau, c'est qu'elles ne sont pas rentables, tellement elles sont bouffeurs d'énergie, tellement elles sont dépendantes aussi beaucoup des activités humaines, enfin du nombre d'utilisateurs qui doit être conséquent pour juste être un peu rentable, pour rentabiliser justement les coûts des serveurs, parce que c'est immense comme consommation. Donc j'ai envie de dire, on a peut-être justement cette lumière-là, comme quoi c'est tellement consommateur d'énergie que c'est tellement pas rentable qu'au final les entreprises vont rester avec les humains, justement. Même si Disney, ils ont profité pour aller dans une autre boîte pour l'instant d'IA qui est pour l'instant encore à flot. Mais le jour où ça va se cracher la gueule parce que il y aura de moins en moins d'utilisateurs, là, ça va faire du bien, parce que justement, je pense que c'est ça qui va nous faire peut-être gagner. Ça va être justement le pouvoir économique et surtout du profit du déficit. Là, dans le cas présent, c'est que les boîtes sont en train de se cracher la gueule d'IA parce que ça consomme trop, en fait. Il y a trop de consommation. Et donc, bien sûr, t'as pas envie que les studios de cinéma veulent pas être entraînés dans la même chute que les IA avec leurs partenariats. Ouais, bah, de toute façon. Sur la créativité. Tu disais, pardon. Non, sur la créativité, t'allais dire quelque chose. Moi, en vrai, Oui. c'est un sujet qui meurt de moi. J'allais dire quelque chose. Sur la créativité, moi, si vous voulez, demain, je peux sortir un scénario créé par l'IA en disant IA, merci de m'écrire un scénario de 120 pages. Parce qu'on sait que une page, ça équivaut à 1 minute d'un film. Donc de 120 pages sur la méthode, par exemple, la façon de l'écriture de Albert Dupontel. Et l'IA va te créer un scénario clé en main, j'ai envie de dire, à la manière d'Albert Dupontel, et puis voilà, ce sera ça le futur. Et je pense qu'on risque de perdre vraiment de la créativité humaine. Ah ben, c'est clair que en fait, ça veut dire que n'importe qui, je dis pas ça en étant méchant, mais n'importe qui pourra s'improviser scénariste, écrivain, en ayant utilisé l'IA, et du coup, ça sera hyper dangereux. Ça l'est déjà actuellement, mais ça sera hyper dangereux quand elle sera encore plus performante. N'importe qui pourra dire, bah moi, en fait, ça pourra remplacer quelqu'un qui n'aura pas fait son métier, qui n'aura pas fait des études, pourra presque remplacer quelqu'un un jour, qui lui aura consacré toute sa vie.
Et lui, la personne arrivera comme ça, comme tu dis, clé en main, avec un scénario et à la limite à le retravailler peut-être un petit peu parce que ça sera jamais parfait à 100%. Et heureusement, c'est peut-être là où on voit qu'il y a quand même des choses où on se rend compte que l'IA est quand même derrière. Mais ça, c'est grave. C'est à l'école, par exemple, quand tu vois les enfants, certains utilisent l'IA maintenant pour, c'est un outil de triche, en fait. Pour moi, de toute façon, l'IA, c'est la triche. C'est... Ah ben oui, tout à fait. Tu parlais dans les écoles. Il y a un prof qui a publié quelque chose d'assez hallucinant. Il a demandé de faire un contrôle à la maison. Tout le monde a utilisé l'IA et tout le monde a eu 20. Il a redonné le même contrôle à faire en classe. Et ben les élèves avaient des sales notes. Bah ouais. Et toi, t'en penses quoi, Love, de ça? Moi, je pense que on peut pas dire que c'est de la triche parce que je pense que tant qu'on utilise l'IA comme partenaire, comme par exemple dans les salles de montage, où on va pas se mentir, si l'IA peut entourer un personnage pour aider à mieux incruster dans le fond vert, si ça peut améliorer tous ses effets techniques, ça ne peut que être bénéfique. Et tant que ça reste un soutien, un partenaire et que ça ne vire pas des gens, il faut pas sous-estimer les bienfaits. Et je pense que par exemple, rien que des gens qui doivent monter des podcasts et tout, juste si l'IA pouvait faire une cut parfaite de chaque moment de blanc, bah déjà rien que ça te ferait gagner 1 heure, 2 heures sur le montage, alors que là tu vas être obligé de le faire à la main. Oui, vu comme ça, ouais. Ok. Vu comme ça, c'est... Enfin, encore une fois, si ça reste un accompagnateur et qu'il est juste là pour permettre de faciliter le travail. Par exemple, l'IA, je suis sûr que, tu vois, on a eu ce problème récemment avec du coup les grèves aux États-Unis sur les VFX, Mm. qui ont du coup des véritables, qui ont des horaires impossibles, slash des temps, des délais demandés par les producteurs qui sont impossibles à tenir. Si l'IA peut leur permettre de voir une vie meilleure dans leur travail, je signe tous les jours. En fait, si ça ne dénature pas le travail et que ça permet juste de le faciliter, ok. Mais à partir du moment où ça dénature, ne serait-ce que pour d'1%, moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça nous dérange. Oui, mais après, en même temps, on part sur le principe que ça va dénaturer. Et pour moi, à l'heure actuelle, l'IA n'est rentable que en termes d'accompagnement dans les moments techniques. Donc, et c'est pour ça qu'on a ce véritable problème avec Christian Clavier qui dit qu'il est hyper heureux d'avoir joué sa mère et tout. Mais honnêtement, je pense qu'en termes d'effets spéciaux, ça lui a coûté aussi cher de jouer sa mère et de mettre sa tête que d'avoir laissé la vraie actrice. Ah bah, Ah oui, tout à fait, bien sûr. Là, c'est juste parce qu'il a voulu jouer deux rôles. Mais s'il voulait vraiment parler en termes de rentabilité, il aurait juste pris l'actrice de la personne âgée qui avait potentiellement joué peut-être une fois dans sa vie au Cinoche. Ça lui aurait fait un rôle, mais moi, je pense pas qu'elle aurait coûté cher, quoi. Ah non, c'est sûr que elle aurait pas coûté très cher, surtout si elle jouait, surtout si elle avait pas énormément de scènes, ça aurait pas coûté très cher, quoi. Et en plus, honnêtement, c'est dénigrant d'avoir recruté une femme juste pour son corps. Ouais, bah ouais. C'est au-delà du fait d'avoir utilisé de dire qu'il il est très heureux, il y a aussi ce côté-là, c'est-à-dire que là pour ça, l'actrice elle a servi un peu de bout de viande, quoi. Ouais, donc honnêtement, honnêtement, non, juste, faut juste se dire que merde, ça, tant que ça reste un compagnon, c'est une bonne chose. Après, on souffle, quoi. Franchement, en fait, il y a tellement de soucis que l'IA peut provoquer, mais qui ne l'en provoque pas. Et on reste concentré parce qu'on parle de le moyen financier et tout. Mais je vous jure que si l'IA pouvait juste ne serait-ce que aider à 50% de ce que font les monteurs, de ce que font que les personnes qui travaillent à la technique, sans les remplacer, mais
faciliter leur travail, ça serait déjà exceptionnel. On n'a pas besoin d'IA sur un plateau de tournage, mais pendant la post-prod, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est utile. Mais mon Dieu. Tu gagnes du temps, tu gagnes de la qualité de la qualité, parce que déjà l'erreur est humaine, l'IA n'est pas un humain, et surtout, il y a des tâches ingrates où en fait, forcément il y aura peut-être un problème. Genre, je pense à tous les blockbusters américains qui ont des véritables fonds verts de merde. Et tu te dis, bordel, les gens qui ont travaillé dessus, ils se sont donnés à 100%, mais ils n'avaient pas le temps ni les finances pour faire des vrais fonds verts. Et tu prends une IA qui les aurait aidés, ils auraient pu faire un meilleur film en fait. Donc, je suis d'accord avec vous que ça ne doit pas remplacer les acteurs, ça ne doit pas remplacer les réalisateurs, ça ne doit pas remplacer l'aspect humain. Mais derrière, en post-production, comment ça peut être utile si c'est bien utilisé? Magique. Et ça doit pas aussi remplacer les musiciens. Parce qu'utiliser de l'IA pour faire de la musique, c'est pas génial. Non, Après, ça dépend toujours de quelle musique tu parles. Si on parle de parodie, si on parle de films pas sérieux ou de films communautaires, c'est pas un problème, tu vois. Si on parle de vrais films, là, c'est un problème. Dans le cadre de projets parodiques pris au 10e degré, t'as pas de problème à utiliser des musiques d'IA. Bien sûr, t'as toujours les fameux problèmes en termes écologiques, mais ça, c'est inhérent à l'utilisation même de l'IA. Mais dans des vrais projets, etc., là, ça rejoint l'avis consensuel qu'on a tous, c'est que ça nique la créativité humaine et que ce n'est pas une bonne chose. L'IA, et je rejoins Love, comme il le dit, doit être un moyen d'accompagner, un moyen d'aider les personnes, et c'est vrai que ça peut être utile, notamment lors des rushs de post-prod, etc., en termes de montage notamment. Ça peut être plutôt pas mal, et je sais que ça existe déjà. Il y a déjà des plugins qui existent sur Premiere Pro, par exemple. Tu as déjà des cuts qui se font, mais après, il faut pas que ces cuts-là ruinent à ce que le réalisateur voulait entendre par le montage. Il y a aussi ça derrière. Mais si en termes d'accompagnement et en termes d'outils purs, il permet de faciliter des choses, ça peut être vraiment bien, quoi. Je sais que dans l'univers de la 3D, par exemple, justement pour les effets spéciaux, la CGI, etc., il y a tellement de modèles 3D maintenant, de rigging, etc., qui utilisent l'IA, qui commence à arriver et tout. C'est exceptionnel pour accompagner, justement, pour gagner en efficacité, notamment pour ça. Après, tu as toujours ce processus de création, mais après, derrière, tu as ce côté-là où tu as des tâches plus ingrates qui vont pouvoir être aidées par l'IA. Et ça, par contre, c'est une bonne utilisation de l'IA. L'IA qui va permettre justement d'aider à faire des tâches ingrates, tout en gardant la créativité et l'action derrière humaine. Voilà. Ouais, de toute façon, ça restera. Est-ce que vous avez vu? Ça reste un sujet clivant. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui seront pour totalement l'IA et des gens comme nous qui veulent qu'il y ait quand même un gros contrôle dessus, quoi. Moi, je pense pas qu'il y aura des gens qui seront totalement pour, parce que il y aura forcément une certaine peur de la modernité. C'est-à-dire que ça reste quand même un univers que très peu de monde connaissent vraiment. Je parle des gens qui sont vraiment très renseignés dessus, / qui travaillent sur l'IA, qui connaissent vraiment les vrais changements qui peuvent venir. Nous, on reste d'un point de vue extérieur parce qu'on parle que de cinéma. Et je pense que les gens en ont peur et commencent à penser en avoir peur pour la théorie de on va se faire remplacer par des robots, etc. Déjà, je vous rassure. Vu comment c'est parti à l'heure actuelle, on n'est pas prêt de se faire remplacer par des robots avant au moins 5-10 bonnes années. Parce que à part les robots asiatiques, / je dirais plutôt chinois, et encore, des fois c'est douteux. Donc je pense ça va aller vite, oui, c'est clair, mais on n'est pas encore à cette étape-là. Nous, comme on parle que de cinéma, c'est vrai que on a cette chose-là, mais
j'ai envie de vous dire déjà, rien que toutes les vidéos YouTube, il y a de l'IA déjà. Dans les montages, tous les créateurs de contenu sur YouTube à l'heure actuelle qui ont un monteur et que c'est leur métier, vous pouvez vous assurer à 100% qu'il y a au moins une touche IA dans le truc. Le monteur a forcément utilisé une IA dans son application. Je pense honnêtement que tous les films à l'heure actuelle utilisent une IA parce que lors du montage, j'en suis quasi persuadé, je pense. Parce que tout simplement, en fait, eux, ils ont les plugins que nous on n'a pas déjà, et c'est pas du tout vendeur de dire qu'ils ont utilisé de l'IA, donc ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas du tout. Mais c'est pas encore à 100% un film IA, mais tous les films qu'on regarde aujourd'hui à l'heure actuelle, il y a au moins 2-3% du film, c'est fait avec de l'IA. Donc, c'est triste à dire, mais déjà, c'est un peu bizarre de vouloir boycotter ou que des films où il y a marqué aide avec l'IA ou qu'il y a quelque chose en rapport avec l'IA, en sachant qu'à l'heure actuelle, déjà, tous les films qui sortent ont été faits avec de l'IA. Donc, je suis contre, bien évidemment, une omniprésence de l'IA sur tout le processus créatif. Parce que pour moi, l'art ne peut pas être créé par un robot, parce qu'un robot ne crée pas mais reproduit. Mais si à chaque fois qu'on a un bandeau avec un bordereau avec marqué c'est de l'IA, ne faites pas, n'allez pas voir ça, moi je suis en mode, mais en fait, ça fait déjà 3 ans que tu regardes des films avec de l'IA. Pourquoi que maintenant en fait? Il n'y a aucun intérêt que ce soit que maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait déjà commencer à boycotter maintenant. Bon, Rien que YouTube, on va prendre le plus gros créateur de contenu. Tu me fais revoir mon jugement, c'est bien. Non, mais cet épisode m'aura servi à revenir sur mes positions. Non, mais regarde, par exemple, le plus gros créateur de contenu qui s'appelle Squeezie, un monteur qui s'appelle Théodore Bonnet. Théodore Bonnet, qui est donc un excellent monteur, je pense que c'est peut-être le meilleur monteur sur YouTube à l'heure actuelle, qui n'est pas un monteur YouTube, mais vu les productions de Squeezie, il aurait le talent pour monter des films sans aucun doute. Et en fait, il le dit lui-même, il dit qu'en fait, il utilise l'IA pour gagner du temps sur certaines choses. Par exemple, des coupures qui sont mal faites de sa part, il va bien les refaire avec l'IA. Quand il y a des bruits sonores qu'il peut pas modifier, il va les faire avec l'IA. Parce que c'est un gain de temps énorme, c'est un gain financier énorme. Et en fait, c'est plus tenable d'avoir des délais pareils quand tu veux faire des productions aussi énormes. Vous vous rendez compte ou pas que on parle potentiellement de vidéos YouTube de 1h, 1h30, de 30 caméras. Donc on est carrément sur un jeu télé. On est bien d'accord, on est carrément sur un jeu télé. Là où France 2 mettrait 6 mois à potentiellement 1 an à sortir l'épisode, YouTube, ça doit sortir en moins de 3 mois. Donc c'est totalement compréhensible. Et c'est pour ça que je trouve ça un peu hypocrite en sachant que tout ce qu'on consomme à l'heure actuelle, c'est potentiellement fait avec de l'IA, quoi. Une lettre de motivation, elle est bien sûr qu'elle est corrigée à l'IA. Un CV, bien sûr qu'il est corrigé à l'IA. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de penser que l'IA n'est pas déjà omniprésent. L'IA est déjà partout. Ah non, mais l'IA, en toute honnêteté, l'IA, ça m'arrive de m'en servir quand je suis pas sûr de mon texte, des fautes que j'ai faites, parce qu'on en fait des fautes, et que je lui demande juste de me dire si j'ai des fautes dedans. Et puis après, je retravaille mon texte derrière. Donc, je m'en suis aussi déjà servi. Ça serait mentir de dire que je m'en suis jamais servi. Ah oui, c'est ça le truc, c'est que là, en fait, c'est déjà, à partir du moment où tu l'utilises juste pour ta recherche Google, tu peux pas dire que genre les entreprises n'ont pas le droit d'utiliser. À partir du moment où ils ont l'accès de l'entreprise et qu'ils payent, c'est un outil comme un autre. Après, s'ils l'utilisent mal, là, il faut entre guillemets les punir. Mais j'ai envie de te dire, pour l'instant, à part le Stallone et le Val Kilmer et potentiellement d'autres productions à venir, parce qu'on va être clairement sur une génération de films à venir qui va porter du coup sur l'IA, parce que dans les années à venir, il y aura beaucoup de films faits par l'IA, parce que justement, c'est comme
toute tendance, j'ai envie de dire. Les gens vont appuyer dessus. Donc là, les prochaines années vont être un véritable tournant. Bon, après, si j'ai été relou, vous me le dites, parce que là, c'est très grave. Non, moi, Non, c'est le rejoint, c'est En fait, tu résumes tout, en fait. paroles. Tu résumes, en fait, tu as mis des mots sur tout ce que tu as mis des choses sur, tu as parlé de choses que j'aurais pas réussi à parler de cette manière-là. Donc c'est très bien. Bah, c'est juste que, en fait, tout ce qu'on critique au cinéma, c'est déjà sur YouTube, en fait. Et je connais personne qui ne regarde pas de vidéos YouTube de gros créateurs. Rien que cette semaine, qui a regardé quoi comme créateur de contenu? Un gros créateur de contenu. Moi, j'ai regardé McFly et Carlito. McFly et Carlito, il y a de l'IA au niveau des coupures, c'est sûr parce qu'ils utilisent Premiere pour leur monteur. Ensuite. Bah, Squeezie, je regarde tout le temps. Amixel. Moi, j'ai rien regardé, je connais pas les créateurs de contenu. Amixel. T'as regardé Vincent Mille. Mais tu crois que Vincent, tu crois qu'il va pas utiliser la petite touche IA pour aller gagner du temps sur certains trucs? De quoi, Vincent? Bah oui, Vincent, dans ses montages, je suis sûr qu'il y a au moins une touche qui est en rapport avec l'IA pour un détournement ou un truc comme ça. Il y a pas d'IA dans. Je peux te l'assurer, il y a pas d'IA. Ah oui, alors à nous. C'est le drama. Tout bien, on va assister au drama. Mais tous les monteurs de vidéos qui utilisent quelque chose. Une plateforme professionnelle, ils ont raison de le faire. Et ils ont raison. C'est des trucs ingrats. C'est normal. Je vais te dire quelque chose. Mais Vincent n'utilise pas d'IA. Je vais te dire quelque chose. Et Love, il a totalement raison. Moi, quand je fais... prenons exemple, là, le dernier épisode de Trial Project que j'ai fait, il y a la version YouTube qui est sortie. Il y avait certains détourages que j'ai utilisé l'IA pour avoir un meilleur détourage. Tu vois, c'est un outil. Oui, mais non, mais vous, excusez-moi, sur les cartons du cinéma, même votre affiche, votre logo, c'est l'IA. Ça, c'est Love qui l'a fait, mais oui, ça, c'est de l'IA. C'est bon. Et on l'a toujours dit, parce que le principe des cartons, c'est de ne pas se prendre la tête, et on l'a dit dans la bio. Et on se l'est jamais caché. Et je pense que honnêtement. Maintenant, moi, je peux vous dire que Vincent, il n'utilise pas d'IA. Il déteste l'IA. Il déteste l'IA. Je pense que si je l'appelle maintenant, il va me dire qu'il y a bien un bouton sur Premiere Pro pour cut un peu plus rapidement qu'il appuie, quoi. Je t'assure que non. T'as des plugins qui existent, mais ça dépend de la version de Premiere qu'il a. Non, mais toute dernière version de Premiere, c'est des plugins IA. Vincent est monteur professionnel. Bon, à l'heure actuelle. Déjà, rien que prendre, par exemple, juste prendre l'exemple les sous-titres automatiques. C'est de l'IA. Ah bah oui. Ouais. Ah bah mes vidéos, mes vidéos Insta quand je faisais quand je les faisais encore il y a un petit moment maintenant parce qu'elles seront bientôt de retour. Quand je les faisais, les sous-titres c'était les sous-titres automatiques. Ouais. Évidemment sur CapCut c'est l'IA. Évidemment. Et ça c'est quoi? C'est l'utilisation de l'IA. Et pourtant, est-ce que ça est-ce que ça dégrade le contenu en soi? Non. Ça me permet de gagner tant que tu peux aussi tu sais, il y a des mots qui sont mal mis, etc., et que tu reprogrammes derrière pour redonner un petit aspect. Et ça, c'est quand même de l'utilisation de l'IA, parce que ça fait gagner un temps. Bah, ce que j'allais dire, la vidéo du minute 30 où tu vas peut-être avoir 2000 ou 3000, ouais, entre 2000 ou 2500 caractères, tu gagnes un temps immense à le mettre. Parce que s'il y aurait pas ça, clairement, je perdrais pas mon temps à écrire les 2500 caractères. Je ferais des vidéos sans sous-titres. Parce qu'il y a eu des vidéos où j'ai fait avec et des vidéos que j'ai fait sans les sous-titres automatiques IA. Les dernières, par exemple, celles que j'ai fait sur les Reels, ça, je l'ai repris directement de Edit d'Instagram. Hein. C'est les sous-titres qui sont générés directement. Ça fait un gain fou parce qu'avant, quand je faisais encore les vidéos les vidéos en fond sonore uniquement avec un montage et tout, les sous-titres, je les écrivais à la main. Je peux t'assurer que ça prenait beaucoup plus de temps. Et je peux te dire que depuis,
ça te libère un temps de fou. Tu n'hésites pas une seconde à les utiliser. Tu n'utilises pas une seule seconde, tu vois. Il y a des outils, et c'est ce que je répète encore une fois, c'est des outils qui aident, qui permettent justement à gagner du temps. Ça ne dénature pas le contenu que tu fais, ça ne dénature pas ce que tu veux raconter, ce que tu veux montrer. C'est juste un outil qui te fait gagner du temps. Oui, Et c'est ça, c'est surtout ça la nuance qu'il faut avoir. C'est la différence entre dénaturer quelque chose de vivant, par exemple une voix, tu vois, par exemple une voix, de l'image directement, que tu peux voir à l'écran directement, un élément, etc. Et derrière, l'utilisation de l'IA par des outils d'aide qui vont te faire gagner du temps sur un processus. Parce que le problème maintenant aujourd'hui, c'est que maintenant toutes les productions veulent te faire avoir des durées de temps encore plus réduites pour avoir encore plus de profit, parce que ça revient toujours à son nerf de la guerre. Et donc tu as donc besoin d'outils qui permettent de t'adapter à cette cadence-là infernale, et l'IA permet ça. Permet justement de te faire gagner du temps à rendre des choses perfectibles, non plus perfectibles, mais qui ont été perfectionnés, on va dire. Mais en aucun cas, ça ne dénature le propos, ça ne dénature pas les choses que tu veux montrer. Ça dénature pas l'élément central de ce que tu veux raconter. Tu vois, par exemple, et par contre, tu utilises de l'IA pour écrire un texte, ça, c'est dénaturer ton propos. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Donc, il y a plusieurs niveaux à prendre en compte sur l'utilisation de l'IA. Comme je l'ai dit, je le répéterai jamais assez, tu as l'IA coopérative avec l'humain, qui va te permettre de gagner du temps sur pas mal d'aspects, et tu as l'IA destructrice, qui est là uniquement pour remplacer la créativité, l'imagination, en reprenant juste des éléments qu'elle a emmagasinés à travers ses data centers et ses accumulations de données pour essayer de recréer quelque chose qui, au final, ne ressemble à rien. Ou qui essaye de ressembler à quelque chose. Telle une voix, telle une musique, tel un texte, telle une image, telle une vidéo. Oui, c'est ça qui est compréhensible. C'est qu'en fait, c'est juste, il faut, en fait, tout le monde, honnêtement, tout le monde dans la vie du quotidien l'utilise. Il y a moins de personnes qui sont un minimum renseignées sur le sujet. Ah bah c'est non, mais moi, je vous affirme, je mets ma main à couper que Vincent n'utilise pas l'IA dans ses montages vidéo. Mais par exemple sur Canva, exemple sur Canva, là je suis en train de continuer des visuels, je m'entraîne à Sur Canva, plein d'outils IA. Voilà, déjà le détourage, le fond d'écran, le détourage et tout, c'est t'as le détourage de fond automatique, tu as la découpe directement fait par IA, tu as énormément d'outils Canva qui utilisent l'IA. Tu as la génération de sous-titres, etc. Parce que Canva a fait le pari de l'IA. Ils ont fait le pari de l'IA. Maintenant, Canva, encore, c'est encore plus compliqué. C'est que maintenant, ils peuvent même prendre tes données de ce que tu fais dedans. Donc, ouais, bon, comme CapCut, ça. Pas Canva, mais oui, mais Canva et CapCut, c'est la même chose. C'est les mêmes. Ils ont des outils IA qui permettent justement le détourage, etc. Mais bien sûr, il faut payer pour ça. Bien sûr, c'est pas gratuit. Faut bien rentabiliser l'IA, tu vois. Donc il faut que ça soit payant. T'as réussi à voir Vincent, Éloi On est en plein podcast. Non, mais pour l'écrire. Après, je pense. Pour moi, vu qu'il critique l'IA dans les films, pour moi, s'il utilise l'IA, bah, il est un peu à contresens de sa. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand il critique l'IA dans les films, il critique surtout les VFX qui sont immondes. Comme par exemple, il a dit dans Yoroi de Red Sun.
Là, on te parle de, par exemple, quand tu montes une vidéo et que tu as un outil qui t'arrange, qui va te faire gagner peut-être 15 minutes dans le montage, genre par exemple des micro-coupures qui vont être un peu mieux arrangées ou un fond sonore qui peut être un peu plus appliqué, qui, je suis désolé, Thibaut, je pense mettre ma main à couper que si il utilise bien le site de montage qu'il m'a montré et que je connais, du coup, je sais très bien que par exemple, je crois que c'est alors il a soit Sony Vegas Pro, soit Premiere Pro, mais il n'utilise plus CapCut. C'est un des deux. Bref. Alors, Sony et Premiere Pro ont tous les deux des plugins IA. Ils ont tous les deux. non, mais alors, détrompe-toi, il a payé très cher, plus de 1 500 €. Oui, Final Cut Pro. Non, Final pas Cut Final Pro Cut Pro. Non, pas Final Cut Pro. DaVinci Resolve. Ah bah DaVinci, je l'utilise moi. DaVinci, je suis pas sûr ça par contre. DaVinci, je l'utilise et j'ai jamais utilisé l'IA dessus pour l'instant. Hein. DaVinci, c'est le truc pro plus, tu vois. Si tu veux utiliser un truc, t'as tout dedans, c'est excellent. Mais il faut prendre en compte. Après, attention, hein. Love, tu dis ça, peut-être que dans le cas de Vincent, il n'en utilise pas, on ne sait pas. Non, mais tu vois, quand je vois ça serait même pas une critique. Enfin, quand je vois comme ça, non, tu vois. Tu vois, par exemple, un contenu comme ce que fait Vincent, tu vois, t'as pas l'impression que c'est dénaturé, tu vois. Il y a pas de. Et même si l'utiliser, ça serait pas un problème. Et même si je viens d'avoir Vincent par message qui me dit j'utilise l'IA pour des sous-titrages automatiques. Point. C'est ce qu'on disait. Tu vois, le sous-titrage automatique est déjà de l'utilisation de l'IA. Est-ce que donc tout le monde, est-ce que du coup l'IA détruit automatiquement tout le contenu? Non, mais là, de toute façon, toutes les personnes qui font des reels sur Instagram, dans notre communauté sur l'Instinct Cinéfr, tout le monde, et je dis bien tout le monde, utilise l'IA. C'est obligé. Rien que par les sous-titres. Vous pouvez pas l'échapper. Les sous-titres IA, tel qu'il soit, est un outil coopératif, encore une fois collaboratif, qui permet d'aider à gagner du temps. Voilà. C'est aussi simple que ça. À moins que certains fassent tout à la main, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils font que ça. Ils passent leur temps à faire du montage et à faire que ça, et je me demande. Je peux vous assurer que certaines personnes, je peux vous assurer que moi, par exemple, j'avais déjà fait ça sur une vidéo qui dure à peine 2 minutes. 2 minutes de tout sous-titrage à la main, ça prend 1 heure, 2 heures. Et en plus, je sais plus avec qui c'était, je crois que c'était avec Django. Et Django, il a vraiment fait une liste de tous les créateurs de contenu sur Instagram qui utilisent l'IA. Et il a dit qu'un jour, le jour où il va supprimer son compte, il a dit il balançait la liste. Je vous jure que ça fait rire. Genre, il a fait une liste de tous les créateurs de contenu qui utilisent l'IA, mais genre dans les textes. Mais genre pas en mode montage. Vraiment dans le texte, dans la critique. Dans la critique et tout. Mais ça, tu vois, ça par contre, c'est ça le problème. Tu vois, là, par contre, ça impacte et ça dénature tes propos. Parce que là, ça touche directement à ce que tu veux raconter. Tu vois. Tu vas faire confiance à quelque chose qui va essayer de répliquer ton fond de pensée, alors que en utilisant juste un petit peu de ta créativité et de ton fond de pensée, tu aurais pu dire la même chose. Mais là, par contre, c'est une mauvaise utilisation de l'IA. Et c'est même une IA dangereuse dans le cas présent. Oui, alors après, par contre, moi, honnêtement, sur mes critiques, ça m'arrive de me servir de l'IA pour me corriger, par contre. Tu vois ? Corriger dans quel sens ? Pas de reformuler des phrases. Ah non, corriger mes fautes d'orthographe. Par contre, il ne reformule pas mes phrases. Et si je me rends compte que je garde mon texte à côté, le texte original, si je me rends compte qu'il me change mes phrases, tant pis, je fais comme à l'ancienne, hein, je sors un Becherel et puis je regarde, tu vois. Voilà, si c'est des fautes d'orthographe, ok. Même si là encore, les fautes d'orthographe, faut encore vérifier derrière si c'est tout à fait exact, parce que même c'est faux. Tu regardes tous les anciens sites type Reverso, type etc. Ils utilisaient déjà un peu l'IA pour pouvoir rectifier les fautes d'orthographe. Tu vois, c'est une autre utilisation de ça. Donc, tant que ça dénature pas le fond et la forme de ce que tu racontes,
l'utilisation de l'IA n'a aucun problème. Et justement, est quelque chose de bénéfique. Hein. Je le répéterai encore, je vais pas m'arrêter, mais je vais pas radoter, mais tant qu'elle est là en tant qu'aide collaborative à l'humain et non pas en tant que remplacement pur et simple des flux de pensée, il n'y a pas de souci en tant que tel, et c'est utilisé par tout le monde, tous les jours, même sans s'en rendre compte. Et c'est-à-dire que, en fait, je pense que il y a des outils que plus personne n'utilise. C'est les dictionnaires des synonymes, les dictionnaires des rimes. Non, moi je n'utilise. Ça serait intéressant de s'en servir, mais en toute honnêteté, je m'en sers plus, non. Parce que moi, quand je rédige une critique, quand j'utilise trop un mot, eh ben, je vais tout de suite dans mon dictionnaire de synonymes. Et en plus, il en existe sur Internet qui sont complets, hein, des dictionnaires de synonymes. Ah ben oui, moi j'ai le dictionnaire des rimes, le dictionnaire des synonymes et les 1001 expressions de la langue française. Mais t'as raison de te servir de ça. Encore une fois, moi, quand je dis que je me sers de l'IA pour corriger mon texte, c'est juste pour les fautes d'orthographe. C'est-à-dire les trucs. Et effectivement, je pense que des fois, ça te le corrige, mais ça te corrige pas tout. Et donc, encore une fois, c'est pas fiable à 100%. Comme tu disais tout, gars. Et par contre, je n'ai pas le dictionnaire des synonymes et analogies. Associer les mots et les idées. Je remercie Larousse. 12 € les dictionnaires. C'est pas sponsor. Attention, cher auditeur auditrice, le podcast n'est pas sponsorisé par Larousse. Pardon, excusez-moi, oui, ce sera coupé au montage. Non, ce sera pas coupé au montage, mais ce n'est pas sponsorisé par Larousse. Non, mais oui, de toute façon, je pense qu'on pourrait. Ce sujet de l'IA, au final, peut-être comme tout sujet quand on fait des podcasts entre nous, c'est un sujet qu'on pourrait parler toute la nuit si on le voulait. Mais on en arrive à la conclusion que, comme Touga l'a dit tout à l'heure. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'effraie. Mm-hmm. Mais quand je dis qui m'effraie, c'est me scandalise. C'est les vidéos faites d'IA où vous savez, il y a un bonhomme qui court avec son téléphone pour prendre des selfies avec des acteurs décédés. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, on a vu tout ça. Moi, j'ai vu. Mais ça me terrifie. Je voulais avoir votre avis. Ou sinon, par exemple, j'ai vu ça avec les choristes. Ils foutent Jean-Baptiste Monnier à l'époque des choristes, Jean-Baptiste Monnier maintenant, et Jean-Baptiste à l'époque des choristes rencontrent le Jean-Baptiste de maintenant et se font un gros câlin. Et ça passe à Gérard Jugnot des choristes, Gérard Jugnot de maintenant, gros câlin. Et je lisais dans une interview, je crois, dans Première. On n'est pas sponsorisé par Première, mais bon. Je lis, mais moi je lis Première aussi, donc voilà. Où Didier Bourdon disait Pascal Légitimus nous a montré une vidéo où tous les acteurs des Trois Frères, faite avec IA, se rencontrent, comme je vous ai raconté sur les choristes. C'est super, c'est incroyable, vive l'intelligence artificielle. Et comme par hasard, Didier Bourdon est aussi dans le film avec Clavier, donc je pense que les deux, Cocorico 2, il risque d'avoir de l'IA à mon avis. Hein. N'est-ce pas, Love? Wow, c'est même. Mais de toute façon, Love m'a dit qu'il serait le premier à y aller mercredi 9h au Hall. Ouais, et Thibaut m'a dit qu'il m'accompagnait. Non, Thibaut n'accompagnera pas Love. Non, mais moi, j'en ai vu passer de ces vidéos que tu dis, et peut-être que Touga en a vu passer aussi. Oui. Moi, c'est par rapport au catch américain, j'ai vu des vidéos passer où, par exemple, Touga, c'est de qui je parle, on voit les différents moments de la carrière d'Hulk Hogan, où on voit Hulk Hogan assis sur un banc en trois fois, André le Géant, Randy Orton. C'est pas cela que je pensais, mais c'était
je vois ces vidéos-là, mais il y avait des vidéos incroyables où tu voyais des vidéos générées du coup où t'avais Gandhi contre Martin Luther King, Luther King contre Malcolm X en promo. Non mais là tu te dis ça. Hop, ça va trop loin. Ça va trop loin les gars. Là il y a un problème. Là il y a des gros problèmes. Ça ne va que de mal en pire. Hein. Ça va que de mal en pire, l'utilisation de l'IA. En ce moment, on a le phénomène, je suis obligé d'en parler, le phénomène. L'île des tentafruits. L'île des tentafruits. Non, mais à un moment, mais faut. Mais alors, c'est quoi l'île des tentafruits? C'est une abomination totale de l'IA. Que je n'ai même pas envie d'expliquer et que je n'expliquerai pas par respect pour les auditeurs, mais parce que vraiment, c'est une catastrophe et ça touche. En gros, si tu veux, ça reprend l'île de la tentation, tu vois, la télé-réalité l'île de la tentation, et c'est une réplique en IA avec des fruits anthropomorphes, je sais pas comment on dit, mais je crois que c'est ça, donc en forme humaine. Anthropomorphe. Anthropomorphe, voilà. Donc c'est des fruits anthropomorphes où on a que des situations sexuelles qui sont représentées dessus sur TikTok. Oui, des dramas, des disputes. Et ça fait des millions de vues et tout le monde adore. Bande de fous. Voilà, C'est pas Oasis? Et il y a Oasis qui, du coup, a en profité pour faire une collaboration avec, justement, cette émission IA, l'île des tentafruits, voilà. Ils en ont profité. Du coup, ils se sont jetés dedans. Encore une fois, comme je l'ai dit, le capitalisme, le profit avant tout, l'image avant tout. Là, c'est la publicité gratuite. Ils ont fait, putain, mais c'est du génie, là. On gagne. On gagne à faire ça. Et ça, c'est immonde. Ça, par contre, c'est tout ce que l'on ne veut pas voir dans de l'IA. C'est tout ce que l'on ne veut pas voir. C'est une déformation réelle de la réalité qui n'existe pas, qui est inventée, qui est répliquée par quelque chose qui n'est pas humain et qui, en plus, est à caractère complètement ignoble et qui touche en plus des personnes encore jeunes, très jeunes même, hein, qui touche un public jeune et qui a une mauvaise influence et que c'est une très 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 mauvaise façon de montrer ça à des jeunes. Et pourtant, c'est ça qui marche. Voilà. Parce que les personnages d'Oasis, moi je me souviens de Ramon Tafrez, Raymond de la Passion, il y avait qui? Il y avait 11 fans la poire, C'est beau la mûre, et voilà, c'était très rigolo. Oui, c'était très rigolo, c'était bon public, c'était pour... Sauf que là, ça allait pas du tout, là. Que si tu regardais qu'un épisode, tu comprendrais que là, il y a un problème. Il y a un problème, ça ne va plus. En plus, tu comprendrais pas la moitié des mots non-offense, mais c'est réel, parce que même moi, je comprenais pas, et heureusement. Donc, à un moment... Manque de bol. Manque de bol, hein, on peut le dire, hein, très manque de bol. Manque de bol. En fait, ce qui est hyper grave, c'est que là, je suis en train de mettre une vidéo, je la regarde pas, mais je suis allé sur TikTok en même temps pendant que tu parlais, tout gars. Ce qui est grave, c'est que au-delà du nombre de vues que ça fait, il y a même aussi le nombre de likes. Il y en a une là sur je ne citerai pas le compte parce que il ne mérite pas, mais ce compte a quand même 3,1 millions de followers et il tourne entre la vidéo qui fait le moins de vues, elle fait c'est la dernière, c'est forcément elle vient de sortir. Actuellement 3,5 millions de vues, mais la plus élevée, elle a atteint 24 millions de vues. Voilà. Et ça s'appelle comment, vous dites? L'île de la Tentafruit. Ouais, il y en a plusieurs il y a plusieurs mais il y a d'autres. Oui, il y a plus d'options parce que du coup, vu que c'est tellement un phénomène global ce truc, qu'il y a beaucoup de gens qui ont. Du coup, c'est très simple puisque du coup, il n'y a plus la propriété intellectuelle. Donc,
Tout le monde peut se reprendre le truc, peut faire sa propre version, peut faire autant de likes que les autres. Oui, et surtout, ils Et, utilisent ça- tous ça- la ça même duplique, photo de ça duplique, ça profil. duplique. Ils utilisent tous la même photo de profil. Bon, par contre, voilà, il y a les 2 premiers comptes qui ont commencé. Eux, ils sont loin devant. Mais ça, il y a peut-être une trentaine de comptes avec la même photo de profil. Ils font tous la même chose. Et voilà. Et du coup, derrière, et du coup, 150 millions de vues. oui, voilà, il y a même quoi encore plus que ce que je t'ai dit, moi. Tu te rends compte? Et donc, vous voyez que ça, c'est ce qui fait vendre. Ça, c'est le problème. Oui, et après, Ça, et après, t'as des chansons, par exemple, en IA comme Nepo Baby. Mais qui est utilisé dans un contexte à caractère parodique. Vraiment dans un caractère parodique qui n'a jamais été à but de faire plus que ça. Tu vois, ça reprend un film d'un des plus nanas en utilisant des dialogues extrêmement nanas, avec en plus un texte qui est très comment dire, très j'ai plus le mot. Méta. Voilà, très méta dans la sphère cinéphile. Bon, et ça s'adressait justement qu'à une communauté, ça ne s'adressait pas à un ensemble plus élargi. Donc là, l'IA, dans ce cas-là présent, il n'y avait aucune en plus intention de faire du profit, de faire quelque chose derrière. Ça a été vraiment un délire plus qu'autre chose. Donc là, dans cette utilisation-là, j'en tiens pas rigueur. Je comprends la démarche. C'est surtout la démarche. Ça a été expliqué. Il l'a très bien expliqué d'ailleurs durant les mois de création. Il l'avait bien expliqué. Le GEM, ouais. Son flux pensée, le GEM. Et donc, dans le cadre précis, dans ce cadre-là précis d'un truc parodique, pas sérieux, qui est pas censé être sérieux, qui est censé faire plaisir que justement à sa communauté, ok, c'est un outil qui est utilisé pour ça. Et ça a mieux marché que prévu, puisque du coup, ça a touché à une sphère plus grande, mais au final, ça a été quelque chose qui n'a jamais eu la prétention de se dire, voilà, on va faire un film parodique qu'on va mettre dans tous les écrans pour que tout le monde voit. Regarde, non, ça n'a jamais été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Nepo Baby, c'est la musique préférée de Love et de Vador maintenant. Et de moi. Par cette musique, j'adore cette musique. Mais merci à Love de me l'avoir fait écouter. Oui. Je vous ai envoyé une vidéo TikTok où il dit que Pomita sort avec Kylian Mbappé. Voilà, juste tout ça. Mais oh là là, mais. Non, mais là, je crois que ça va sonner la fin de l'épisode. Je vais bloquer dessus. Là, mais. Toute la journée. Comment ça, Thibaut, il nous envoie ce genre de vidéo? Non, mais. C'est possible. C'est à partir de ce moment-là. Il y a Pomita qui est chez Cyril Hanouna. Voilà. Oh putain. Est-ce qu'elle va s'expliquer avec la situation? Est-ce qu'il va y avoir la situation Frésio-Frésia? Oh, aïe. Est-ce qu'on peut arrêter ce podcast? J'ai envie de partir avant qu'on parte sur des sujets. Non, mais voilà, de toute façon, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Love veut regarder le dernier épisode. Love veut regarder le dernier épisode, mais il veut pas la fin. Je n'ai jamais regardé ça, tu le sais très bien. Tu es un menteur pervers narcissique manipulateur. sur ces bonnes paroles, vous connaissez, à moins que vous ayez encore quelque chose à rajouter, mais sinon vous connaissez la chanson maintenant dans le club dans les Alpes. C'est le petit instant promo. Le premier qui veut se lancer se lance. Thibaut, lance-toi. Allez, lance-toi. Lance-toi. Ok, alors du coup, on va pas faire la même erreur que l'épisode précédent parce que du coup, on m'a craché à la gueule. Donc, alors, du coup, épisode précédent qui sortira après celui-ci. Je tiens à préciser pour les auditeurs auditrices qui comprendraient pas. Revenez quelques jours. Voilà.
Donc, je vais faire la pub de Love. Love, du coup, est disponible sur, plus sur Instagram. Voilà, il a arrêté. Il s'en fout d'Instagram. Il vous déteste sur Instagram parce que depuis que je l'ai dépassé en nombre de followers, vous imaginez bien qu'il a pris un petit peu la mouche et s'est barré. Et maintenant que sur TikTok où il fait que des avis nuls. Et non, ce n'est pas mon avis, c'est juste son contenu. C'est son titre de contenu, des avis nuls. Voilà, il spamme de vidéos tous les jours, 4 au moins par jour. Donc au moins vous aurez du contenu où il fait ses petits avis sur des films, sur des images. Il en a dépassé 300 sur des d'avis. bandes annonces, il fait Il a des dépassé réactions. 300 avis déjà. C'est qu'il a beaucoup de choses à dire. C'est qu'il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à dire, Love. Il a beaucoup de choses à dire, il ne s'arrête jamais, il a dépassé les 500 abonnés, bravo à lui, on peut le féliciter, à Love bien sûr. Je suis bien sûr son abonné numéro 1 puisque je suis aussi... J'ai totalement démenti, tu n'es pas du tout... Si, puisque du coup je suis aussi son co-animateur sur le meilleur podcast après à travers le projecteur, le meilleur podcast cinéma, les cartons du cinéma où du coup je suis en co-animation avec Love by Cinéma. C'est très simple, c'est bien évidemment un podcast où on rigole, voilà, on s'amuse de différents sujets de cinéma, on parle comme avec des potes, voilà, c'est sans prise de tête, etc. Il n'y a pas de soucis. Voilà l'actualité de Love. Maintenant je laisse la main à lui justement pour faire c'est un pub si long. Alors, je ne ferai pas la pub de Touga parce que déjà il a trop percé avec des vidéos dans lesquelles il n'apparaît pas. Ce qui est bien au moins, c'est qu'en une vidéo sur Avatar, il a fait plus de likes que toutes ses vidéos travaillées. Ça c'est une honte. Ça c'est une honte. Et que si on additionnait Spermageddon et Avatar, toutes ces vidéos réunies ne feraient pas un tiers des likes. Donc je trouve ça beau quand même. Pas un tiers, 1/10. Et ça c'est encore plus honteux. Oui, et puis Spermageddon, encore une fois, comme vous le verrez dans le prochain épisode, c'est encore de ma faute, Spermageddon. Et oui, tout ça pour dire que Touga attend encore l'argent des vidéos qui n'arrivera jamais, étant donné que s'il touche de l'argent, il percevra des droits d'auteur venant de Disney. Donc, tout ça pour dire que franchement, si vous voulez aller voir un contenu qui promeut la republication d'interviews, qui en plus de ça sont pas si folles que ça, hein. Franchement, allez voir Ciné Touga. Et Thibaut, du coup, est-ce que tu veux faire ta petite promo? Eh bien, oui. Je suis au théâtre du Kibélé où je fais mon one-man show dans une semaine. J'ai aussi... Ah ben non, ce sera passé, je suis con. Bon non, il y aura pas de spectacle au Kibélé. Donc je suis chroniqueur dans le podcast de notre ami Suspi, où nous parlons des adaptations au cinéma, que ce soit de la bande dessinée, de la littérature évidemment, des pièces de théâtre et des jeux vidéo tels que Mario, tels que Zelda. Voilà. Et puis, allez réécouter l'épisode à travers le projecteur sur le goût des autres, puisque le goût des autres vient de ressortir au cinéma le 1er avril. Alors donc c'était Pathé qui avait distribué, là c'est les Acacias. Donc merci à eux de ressortir ce chef-d'œuvre. Je n'ai pas peur des termes. Ce chef-d'œuvre pour la première fois en 4K. Et ça, voir Alain Chabat faire de la flûte, c'est vraiment un super kiff. Eh ben, merci à vous les garçons d'avoir participé. Ah, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire. Et toi, Hugo, c'est quoi ta petite promo? Ma petite promo, bon, ça change pas, hein. Je pense que les auditeurs et auditrices ont remarqué que le podcast est de retour. Et maintenant, il sera vraiment de retour. Je respecte mon engagement fait il y a
plusieurs mois, voire même plus d'1 an, que j'avais fait à Two Guy Love. Les studios d'animation sont de retour aussi. Voilà. On va arriver à tous les faire. Il nous en reste encore quelques-uns. L'Aston promo, bah écoutez, si j'en reparlerai bientôt, mais parce que c'est encore en finalisation et je pense que ça, à chaque fin d'épisode, on va peut-être me le demander, mais je suis en train de créer mon association de cinéma. J'en parlais dans l'épisode de Cannes, le dernier épisode qui est sorti. Création d'une asso de cinéma qui regroupera du théâtre, de la musique. Enfin, vous en saurez bientôt plus. Petit instant promo pour dire qu'il y aura bientôt des épisodes du podcast qui seront des épisodes solo avec un seul créateur de contenu à chaque fois. Je vais vous recevoir tous un par un pour vous interviewer, mais ça, Two Guy est déjà au courant. Love, j'allais t'en parler, et Thibaut aussi. Vous serez bientôt invité dans un épisode solo où ce sera votre interview. Voilà. Moi, sinon, les Reels sont de retour. Là, à l'heure actuelle où vous écouterez cet épisode, les Reels sont de retour. Voilà, peut-être que du coup, je vais pouvoir redépasser, m'éloigner de Love sur TikTok. Hein, parce que pour l'instant, je me sers de posts sur Cillian Murphy ou sur Charlie Hunman pour faire des 200 000 vues et du coup être devant lui grâce à ça. Mais du coup, je vais revenir sérieusement. En tout cas, c'était le Hugo du Clap Savoyard. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram. Vous pouvez retrouver cet épisode sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et Spotify et YouTube. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire, ça aide pour le référencement et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!